Merci Barbara Lefebvre de nous avoir rejoints. Comme tous les lundis soirs, vous êtes enseignante et essayiste. Merci beaucoup Raphaël Antoven, enseignant et philosophe. Claude Maluret, sénateur de l'Allier, président du groupe Les Indépendants, République et Territoire, ancien ministre. Merci à tous les trois. Bon, moi j'avais envie de vous entendre réagir à chaud de cet échange sur Jean-Luc Mélenchon, sa façon de répondre aux questions, sa façon de se positionner par rapport aux écologistes, par rapport à la gauche et par rapport à la politique et à la campagne. Claude Maluret. Écoutez, j'ai pas. Vous n'avez pas tout entendu. Du tout, et par conséquent, je peux répondre que partiellement. Moi, j'ai écouté le passage sur Zemmour, qui m'a. C'est le début de l'interview. Voilà, qui m'a plutôt fait sourire parce que j'ai entendu toutes les critiques, toutes les attaques. C'est un type dangereux, etc. Et à chaque fois, je me disais, mais il est exactement l'image en miroir de l'autre côté. À part l'immigration, il y a à peu près pas une feuille de cigarette entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Il est tout aussi dangereux par son soutien à tous les idéologies woke, les racialistes, indigénistes, par son soutien à tous les tyrans du monde, les Maduro, les Castro, les Poutine. Et je me disais, mais c'est incroyable, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Après, je ne suis pas resté, je dois dire. Raphaël Antoven. Moi, je n'aime pas ses manières. Je n'aime pas la façon qu'il a de prendre son interlocutrice de haut en lui disant qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'il raconte. J'aime pas ça. J'ai l'impression de revoir le docteur Raoult. En fait, ça m'énerve. Je n'aime pas j'aime pas ce comportement. J'aime pas non plus la façon dont il est ambivalent. Si vous voulez, cette langue de bois vindicative qui consiste à ne pas répondre à la question quand la question l'embarrasse, tout en détruisant la question et en répondant à côté. Sur l'exemple des vaccins, par exemple, je ne me souviens plus des termes. Cette modalité vindicative du refus de répondre, c'est quand on pose une question qui embarrasse Mélenchon, il vous attaque directement ad hominem, ou alors il trafique votre question, il répond à côté, j'en ai fait les frais une fois, mais en aucun cas il ne vous répond. En revanche, il a une façon très agressive de ne pas le faire, et je trouve ça désagréable. Alors c'est un truc assez répandu chez les politiques. Oui, bien sûr. Et c'est entre autres pourquoi je réponds par une forme de sourire qui montre que je ne suis pas dupe. Mais oui, mais l'imputation qui est faite au sourire d'être lui-même un gage d'indifférence ou de frivolité est en elle-même tellement sexiste, au fond, c'est tellement sexiste. Une femme qui se marre, c'est tellement sexiste, au fond. Voilà. Et maintenant, si on met tout ça de côté, comme toujours avec Mélenchon, il faut trier le bon grain de livret. Il y a toujours un peu de bon grain qui reste. Il y a toujours un peu d'éloquence. Il est toujours touchant quand il parle. Il a une ambition collective. Il a une ambition synoptique. Il veut voir l'ensemble des choses. Il a du goût pour ça. Il a de l'éloquence. Mais je la trouve mise au service de manière, à mon avis, indéfendable. Barbara Lefebvre. Oui, mais alors, je vais peut-être être la seule qui défend un petit peu Jean-Luc Mélenchon. Non, moi, j'apprécie la cohérence. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, on n'a pas l'impression de le perdre. Quand on le retrouve, on se dit, ah ben oui, il est toujours là, il pense toujours, il est toujours sur sa trajectoire, sur sa ligne, bien qu'elle ait légèrement dévié, effectivement, au cours de ce quinquennat, notamment sur les questions d'indigénisme, etc., qui sont regrettables, parce que je pense que sa campagne de 2017 était plus à la hauteur que les enjeux aujourd'hui qu'il a l'air de vouloir occuper. Néanmoins, il a soulevé, me semble-t-il, des questions importantes, et notamment la question de la crise alimentaire, des réformes profondes et du changement profond de notre façon à la fois de produire, de nous nourrir, et en particulier pour les classes populaires. Et moi, je trouve qu'effectivement, il a soulevé en tout cas des sujets qui me semblent être des sujets importants et des sujets de très long terme. Et c'est ça aussi qu'on attend d'un candidat à la présidentielle, quelqu'un qui va bien sûr soulever les petits soucis du quotidien et du petit court terme, mais aussi de regarder loin. Et la question alimentaire, c'est une question qui va très loin, je pense. Le long-termisme est une vertu, sauf quand ça permet d'esquiver la question qui, elle, est à court terme. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, mais répondre en disant « mais c'est pas ça qui intéresse les Français. Ce qui intéresse vraiment les Français, c'est autre chose. » Si vous voulez. Et c'est quand même une façon d'esquiver la question en se donnant un peu d'altitude. Oui, mais alors ça, c'est la base même de l'homme politique, c'est d'esquiver les questions. Je n'ai pas eu la réponse sur la manière dont on pouvait aller faire cette transformation fondamentale, puisque en l'occurrence, il y avait ce sont des transformations très importantes qu'il propose. Et la façon et l'indemnisation des différentes catégories touchées par ces transformations, on n'a pas eu la réponse. Mais chère Ruth, je crois que nous avons encore beaucoup de semaines et de mois devant nous pour répondre à toutes ces questions. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai trouvé qu'il a évolué sur les vaccins. Et sur le pass, et sur... alors, il en fait toujours un peu de politique, mais en même temps, il a dit qu'il était vacciné. C'est la première fois qu'il le dit, clairement.
Et dans le fond, cette phrase sur l'ARN messager ou que j'ai retrouvée, Et vous n'avez pas retrouvé la meilleure. Vous n'avez pas retrouvé celle où il disait au début que tout le monde connaissait un petit peu les surgelés et que par conséquent on pouvait estimer que ce vaccin c'était de la daube. C'était vraiment... Oui. Et comme vous le dites, il a évolué. Pourquoi il a évolué à mon avis? Parce qu'il s'est aperçu que cette position n'était plus tenable, que quand vous avez 80% de vaccinés, 90% dans certaines catégories de la population, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les antivax du début, et il était antivax au début, il a, en tout cas antivax ARN. J'entendais faire parce que j'ai vu la fin aussi, faire la pub du vaccin chinois et du vaccin russe en disant qu'on les avait interdits, etc. Alors que la Russie et la Chine ne les ont pas présentés, sachant qu'évidemment, ils avaient les chiffres et que ces vaccins, aujourd'hui, on le sait bien, malheureusement, ils ont été distribués dans le monde entier, ils ne protègent pratiquement pas. Mais ce qui était intéressant, c'était qu'ils vissent de l'idéologie là-dedans. Dans le fait qu'on ne veuille pas des vaccins cubains ou soviétiques, bon là-dessus, dans la mesure où, alors que c'est lui-même qui, faisant de l'idéologie, considère que des vaccins qui sont efficaces à 60% devraient être abondamment... Probablement beaucoup moins de 60%. Il ne faudra quand même pas oublier que fut un temps, quelques semaines avant les propos de Jean-Luc Mélenchon, M. Alain Fischer et M. Macron eux-mêmes étaient dubitatifs sur l'efficacité du vaccin ARN. Donc je crois que c'est faire un mauvais procès à toute la classe politique d'ailleurs. Entre le mois de septembre et le mois de décembre, on va dire, c'était une période où effectivement il y a eu beaucoup de doutes et je pense qu'on en a tous eu. Moi, je les ai aussi exprimés à cette époque-là. Pour autant, je suis vaccinée avec de l'ARN, ce qui ne veut pas d'ailleurs dire que je serais prête à continuer à me faire shooter à l'ARN. Mais enfin... Justement, de septembre à décembre, c'était quand même... Mais après, ça ne l'était plus. Oui, mais là, on était sur début janvier. On était en janvier. Bon, est-ce qu'il peut rester, parce que là, ce qu'on voit malgré tout, débattre avec Zemmour, puis dans le fond en parler, répondre, et aussi commenter malgré tout la primaire des écologistes en proposant un plan sur l'insécurité alimentaire très fort opportunément entre les deux tours de la primaire des écologistes, c'est une façon de vouloir rester en tête de la gauche, de vouloir jouer un rôle dans la gauche. Et d'y rester non pas leader, parce qu'il n'est pas reconnu comme tel, mais en tout cas en tête dans les sondages. Raphaël Antoven. Oui, nul n'en doute, mais la trajectoire de Mélenchon depuis 2017 est celle d'une chute plus ou moins rapide. Il n'est jamais remonté, c'est-à-dire qu'il n'est jamais remonté dans l'opinion d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucune raison qu'un tel processus s'interrompe. Et ça n'est pas l'ambivalence vindicative de Mélenchon qui va le sortir d'affaire, si vous voulez. C'est pas parce qu'il répond agressivement à la personne qui lui demande s'il est anti-pass ou anti-vax qu'il va éclairer le débat ou qu'il va se sortir d'affaire. Je pense que la chute de cet homme depuis des années est digne d'un chant. Je veux dire, c'est quand même quelque chose. C'est on est passé je sais pas moi, on est passé de Clémenceau à Francis Lalanne, on est passé, c'est très très décevant pour des tas de gens. Et ça, je voudrais pouvoir le dire aussi parce qu'il y a des tas de gens dans le dépit que leur inspire Mélenchon qui font entrer le souvenir du Mélenchon qu'ils ont connu, qu'ils ont admiré, dont ils ne partageaient pas toutes les convictions, mais dont ils aimaient la voix, l'allure et d'une certaine manière la rigueur. Il y avait chez Mélenchon une aura comparable à celle de Philippe Séguin pendant un temps. Dans l'esprit des gens, c'était le Séguin de gauche, il y avait de cela. Et puis, il est passé à 600 000 voix du deuxième tour. Et là, depuis ce jour-là, plus rien ne va. Ça, c'est mon sentiment. Et c'est ce que je constate encore aujourd'hui. Et écoutons-le, quand il parle des écologistes, justement, et de Sandrine Rousseau. J'ai intérêt par-dessus tout à ne pas m'en mêler. Il faut respecter ça. Les écologistes ont eu un certain panache, ont organisé une primaire interne qui a permis de voir le large éventail de positions qui se rassemblent sous cette étiquette. Si elle l'emporte, alors peut-être que nous ne dirons pas que c'est un parti de centre-gauche. Voilà, donc il a dit dans une interview à Libération que les écologistes étaient un parti de centre-gauche, sauf peut-être Sandrine Rousseau, de centre-gauche quand même, sauf peut-être Sandrine Rousseau qui était la plus rupturiste et je lui demandais s'il lui proposerait une alliance. Et bon, il attend de voir, mais on peut comprendre qu'il peut y avoir un rapprochement. Mais c'est une question, j'arrive pas à me défaire de l'idée que vous posez la question, est-ce que c'est pas pour rester le premier à gauche? C'est assez vain, parce que de toute façon aujourd'hui on sait parfaitement que c'est le premier dans une classe qui n'arrivera nulle part. Quand vous avez un vous en êtes complètement Montebourg, sûr? Mélenchon, Hidalgo, c'est la place de 5e. Voilà, ils sont 5 ou 6 6e peut-être. à se partager 25%. On a la certitude
qu'il n'y aura donc que tout leur combat, leur débauche d'énergie, la primaire des Verts, etc., ne sert à rien. La droite est mal pour choisir son candidat. Mais elle a au moins compris que s'il y en avait plus d'un, que s'il y en avait deux... Enfin, elle dit qu'elle a compris, hein. On va voir. Oui, je crois qu'elle a compris que s'il y avait 2 candidats, il y aurait 2 tombes à creuser, c'est clair. Donc ils essayent désespérément et ils vont peut-être y arriver, mais la gauche ne semble pas avoir compris que de toute façon, et ça on ne reviendra plus en arrière, on le sait maintenant, ils ne reviendront plus en arrière. Donc, c'est assez stupéfiant, ce combat, cette énergie pour la certitude d'arriver à rien. Bah, c'est la certitude, non, parce que l'enjeu d'être en tête de la gauche, pour Jean-Luc Mélenchon, l'historique et l'histoire de la gauche, c'est important pour lui. Je me semble que dans son histoire, c'est une affaire d'ego, mais c'est aussi une affaire de rôle historique. Bien sûr, et puis par ailleurs, c'est quand même sa dernière présidentielle probablement, parce qu'il y a d'abord un parti qui se structure derrière lui, les Insoumis, il y a plusieurs courants au sein des Insoumis, et sa candidature n'allait pas non plus complètement de soi. Bon, il a décidé de repartir en campagne, il aurait peut-être pu effectivement essayer d'adouber quelqu'un d'autre, il a envie d'y être, et je pense qu'effectivement, terminer avec un score à la Hamon, ça serait quand même une humiliation terrible pour lui. Donc effectivement, son intérêt n'est évidemment pas de voir Sandrine Rousseau à la tête des Verts, d'autant plus qu'elle semble quand même assez volontaire, et je ne la vois pas se décider de se désister au profit d'une alliance avec les Insoumis, de la même façon que M. Jadot ne se désistera sans doute pas pour faire une alliance avec Mme Hidalgo. Donc effectivement, la gauche, c'est le moins qu'on puisse dire, part en ordre dispersé, mais enfin, je vous trouve un petit peu optimiste avec la droite. Je crois qu'effectivement, à droite... Je n'ai pas dit que c'était oui, hein. Mais je pense que la décomposition de la droite, qui avait commencé d'ailleurs avant même 2017, on l'avait vu déjà dans la primaire, hein, le trio Sarkozy, Juppé, Fillon, c'était déjà l'annonce de cette explosion de la droite. Et avec Emmanuel Macron maintenant qui rabat les cartes, je pense que même la droite risque de finir en guenille à la fin de ce 2022. Les écologistes, Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, Raphaël Antoven, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ce sont 2 mondes, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'à côté de Sandrine Rousseau, Yannick Jadot fait figure de colonel sobre et républicain, en somme raisonnable. Alors il revendique son droit à la radicalité. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est le lien entre Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon. Ce sont 2 irresponsables politiques, avec plus ou moins d'expérience, mais 2 irresponsables politiques au sens où ils proposent l'un et l'autre des choses auxquelles eux-mêmes ne croient pas et dont ils pensent que jamais ces choses-là n'adviendront. Ce sont 2 irresponsables politiques qui offrent ça, dont le but n'est pas de changer le monde, mais de trouver constamment dans le monde des raisons de se plaindre du monde. Ce sont 2 rhéteurs qui font fortune en proposant aux gens ce qui leur fait plaisir et non ce qu'ils croient vrai. Voilà. Ce sont 2 démagogues qui se font concurrence, qui vont se faire concurrence. Vraisemblablement, Sandrine Rousseau sera investie par les écologistes. Moi, j'en fais le pari. Je pense que ce sera elle. Parce qu'historiquement, les écologistes se sont toujours donné le candidat qui a le moins de chances de l'emporter. Donc je ne vois pas pourquoi il ferait exception à la règle ici, en 2022. Mais il y aura concurrence de Jean-Luc Mélenchon et de Sandrine Rousseau sur le mode du discours, c'est-à-dire sur l'ambition conceptuelle, l'ambition de donner de la hauteur, de citer Descartes, même faussement comme Sandrine Rousseau, très mal, mais peu importe, cette ambition-là, et puis l'ambition aussi de raconter n'importe quoi, parce qu'on part du principe que de toute façon, évidemment, on ne sera jamais en situation de l'appliquer, mais qu'en revanche, en le disant, le bénéfice à le dire, lui, est considérable et on a tout à gagner à le faire. Mais en même temps, Sandrine Rousseau me semble plus sincère que lui. Raphaël, non, la rapproche de Mélenchon. Moi, je rapprocherais plus Sandrine Rousseau de Éric Zemmour. Parce que finalement, Sandrine Rousseau est exactement tout ce que est Éric Zemmour et Éric Zemmour est exactement tout ce que est Sandrine Rousseau. Et tous 2 sont des sortes d'objets médiatiques dont on a bien vu là que le moment Sandrine Rousseau s'est fait à coups de tweets, de polémiques, quand c'est pas les sorcières, c'est les corps déracisés, jetés, etc. en pâture. De l'autre côté, depuis 4 semaines, un peu plus peut-être, on a aussi le storytelling que les médias montent avec Éric Zemmour et là aussi les phrases qui deviennent toutes là. J'ai vu à Nice, il a dit qu'il allait inoculer aux Français sa volonté. Je ne sais pas jusqu'où on va aller comme ça. Voilà, donc on va être inoculé par la volonté d'Éric Zemmour. Donc on voit bien là au contraire qu'on a des objets médiatiques qui sont en même temps les représentants de cette politique du ressentiment. Et je pense que tout cela aura un effet
bénéfique. Au contraire, si Jean-Luc Mélenchon était sage là-dessus, Emmanuel Macron est de toute façon plutôt quelqu'un de posé et d'ailleurs tellement flou qu'on ne sait pas trop où il habite, mais même sur Marine Le Pen et sur la droite, ça va avoir un effet d'apaisement puisque eux deux, Sandrine Rousseau ou Éric Zemmour, sont dans c'est même plus des radicalités, sont dans des postures qui sont sur des constats qui peuvent être des constats lucides, qui sont tous les deux d'ailleurs sur des postures identitaires. Sandrine Rousseau s'est fait connaître exclusivement sur des postures de wokisme, d'indigénisme et d'identitaire, tout comme Éric Zemmour. Je fais un petit rappel quand même, un peu d'autopromotion. Mercredi soir, 20h45, le débat décisif entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau pour les électeurs écologistes. Ce sera sur LCI, sur ce plateau. Voilà pour la petite. Voilà pour la petite autopromo. Mais Zemmour, justement, Éric Zemmour, il en a parlé, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le. Nous avons supporté 40 ans de lepénisme. Elle a banalisé les idées qui étaient celles de M. Le Pen et un franchissement de seuil est en train de se faire. Avec M. Zemmour, on a du lepénisme concentré, un concentré de haine, une idée de l'histoire de France qui est absolument sectaire, qui ne correspond d'ailleurs pas à l'histoire de France et je le crois dangereux. Claude Malhuret, en fait, il veut être l'anti-Zemmour. Oui, mais comme je vous disais, c'est exactement l'anti-Zemmour au sens où on dit une antiparticule, c'est-à-dire c'est l'image en miroir, avec, comme pour Sandrine Rousseau d'ailleurs, les mêmes défauts, les mêmes... Donc voilà, il est l'anti-Zemmour, mais moi ce que je constate d'ailleurs, c'est que cette rentrée politique, les trois stars de cette rentrée politique cette semaine, c'est Sandrine Rousseau, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Donc elle se fait, cette rentrée, sous le signe de la radicalisation. Je pense qu'il ne peut pas y avoir comment dire, c'est une très bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, parce que c'est d'ailleurs un peu ce que vous disiez tout à l'heure, en définitive, à qui ça profite, aux gens plus sensés, aux gens plus modérés. Non, mais ça profitera au-delà de Emmanuel Macron, je pense. Mais... Quant à Éric Zemmour, c'est un très bon cheval. Mais on voit les images de son arrivée à Nice, un peu comme une rockstar dans la salle avec ses fans. Mais un cheval... Non, mais j'ai dit comme, attention. Oui. C'est un très bon cheval, mais pour aller où ? Pas de troupes, pas d'argent, pas de parti, pas de programme, si ce n'est les trois virer les musulmans, changer les prénoms, etc. Enfin, des choses totalement aberrantes et rien d'autre sur le reste du programme de la présidentielle. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, je pense que c'est un soufflet qui va retomber assez rapidement. Ce moment Zemmour est d'abord un moment médiatique. Et encore une fois, est-ce que la démocratie médiatique, dont on a vu déjà en 2017 qu'elle pouvait venir perturber sérieusement une élection, est-ce que là, on va repartir, et très tôt, parce que commencer dès septembre, cette espèce de rouleau compresseur médiatique où on voit les images en boucle de Éric Zemmour, sa directrice de communication et un transfuge feu de la campagne Sarkozy, tout ça ressemble quand même effectivement à un espèce d'emballement médiatique. À côté de ça, il y a la démocratie électorale, on pourrait dire la démocratie institutionnelle, celle qui fait que à partir de janvier, février, mars, les Français vont regarder sérieusement les programmes. Donc, pour l'instant, n'oublions pas que M. Zemmour n'est pas candidat. C'est d'ailleurs ce qui peut paraître étonnant, le fait que M. Mélenchon accepte de débattre avec Éric Zemmour, alors qu'Éric Zemmour n'est même pas candidat. Enfin, même pas candidat officiellement, parce que personne n'est dupe. Mais enfin, tout cela, effectivement, laisse présager, encore une fois, un sentiment désagréable de gens qui sont dans soit une forme de détestation, quoi qu'il en soit, une détestation de la France. Parce que chez Sandrine Rousseau, il y a une détestation de la France. Et chez Éric Zemmour, il y a aussi une détestation de la France. C'est-à-dire celle d'aujourd'hui ne vaut rien. Il faudrait la brûler, la modifier. Et pour Sandrine Rousseau, c'est pas loin aussi d'être la même chose. Parce que Éric Zemmour incarne le mâle blanc hétérosexuel qu'elle déteste également. Donc ils sont vraiment en miroir. Et tout cela ne me semble pas non plus de nature à apaiser les Français et à leur donner envie de cette campagne. C'est à l'avantage d'Emmanuel Macron, pour conclure ? Oui, bien sûr, c'est à l'avantage d'Emmanuel Macron. Un soutien d'Emmanuel Macron ne rêve que d'une chose, c'est que Zemmour y aille.
et prennent suffisamment de voix à Marine Le Pen pour lui éviter un second tour, ce qui donnerait d'ailleurs un second tour, une finale peut-être Bertrand-Macron, qui serait beaucoup plus décente, d'une certaine manière plus républicaine, qui aurait plus d'allure, si vous voulez, que le pancrace avec un seul lutteur auquel on avait assisté en 2017, parce que Marine Le Pen n'était pas à la hauteur. Donc il n'est pas impossible que Zemmour soit le Taubira de Marine Le Pen, ou Pour le l'instant, il prend chevènement, plus au LR, de Marine Le Pen. Alors, Non, pour l'instant, il prend beaucoup plus au LR oui, qu'au RN. mais Alors, il y a on a moins vu- à prendre au LR qu'au RN, c'est ça que je veux dire. On a, vu, on a vu avec Paul Aroutourou qui a interviewé les électeurs, comme on va les appeler, eh bien, qu'il y avait d'anciens électeurs du Rassemblement national, qu'il y avait d'anciens électeurs de François Fillon et qu'il y avait des abstentionnistes. Donc, voilà les profils de ceux qui étaient en tout cas à cette réunion et c'était intéressant. Si la candidature d'entendre. Zemmour a pour effet de ramener des abstentionnistes aux urnes, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui les rassemble en définitive? Et c'est l'image, c'est le slogan qui s'est bâti pour faire le buzz. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Éric Zemmour? Éric Zemmour, c'est l'anti-immigration, comme le camping, c'est Trégano. Voilà. Et par conséquent, il lance sa campagne là-dessus, mais il n'y a rien à côté. Et par conséquent, on va s'apercevoir qu'une campagne présidentielle, c'est pas un talk-show, et qu'il va falloir poser d'autres questions, avoir d'autres réponses. Et c'est là qu'il risque peut-être de commencer à ramer. Merci beaucoup. Bonsoir Éric Brunet. Bonsoir, Brunet Ruth. Et compagnie avec Julia Mette. Oui, tout à fait. On va parler de pardon de Macron au Harkis. Pourquoi avoir attendu si tard? On montrera les images en direct tout à l'heure dans une heure à peu près d'intervention de Jean-Yves Le Drian à New York, qui devrait s'exprimer en marge du sous-marin Gate ou de l'Australian Gate, ce contrat 56 milliards d'euros qui nous est passé sous le nez. Et puis, puisque vous insistez, Ruth, et que vous en avez largement parlé, on remontrera les images de la tournée promotionnelle d'Éric Zemmour qui ressemblent davantage à des meetings de campagne qu'à des tournées promotionnelles pour vendre un livre. Voilà le programme. Merci beaucoup. Merci. À demain.